Antoine Salès-Papou, qui est auteur du livre Les communes libres et animateur d'un blog de réflexion stratégique auquel je vous invite à vous abonner. Et je suis Gilles Maudroyer, je suis responsable des outils numériques du mouvement et de la campagne, et je coordonne du coup l'équipe de développeurs et de designers qui développent nos applications et nos sites internet. Cette conférence s'intitule Air du peuple et action populaire. Alors peut-être pour être bien sûr précisons de quoi nous parlons. Air du peuple, il s'agit de la théorie de l'ère du peuple, développée en 2014 par Jean-Luc Mélenchon dans le livre du même nom et en constante actualisation depuis. Et action populaire, il s'agit du réseau social lancé en novembre dernier dans la campagne présidentielle, disponible en application pour smartphone depuis avril dernier, réseau social qui sert aujourd'hui de base au fonctionnement de notre mouvement. Évidemment, des outils comme Action Populaire, c'est des outils qui se construisent au fil des années, non seulement parce qu'ils prennent du temps à développer, mais aussi parce qu'ils répondent à des réflexions stratégiques qui sont menées sur le temps long, réflexions stratégiques qui sont elles-mêmes nourries par les retours et ce qu'on constate dans le fonctionnement de ces outils qu'on développe. Et je pense que c'est l'objet de cette conférence aujourd'hui, c'est de montrer comment l'action nourrit la réflexion et comment la théorie permet de développer des stratégies concrètes dans notre action politique. Donc on espère pouvoir y répondre. Et sans plus attendre, je te laisse la parole. Merci. Donc je vais commencer pour ce début par replacer un peu dans son contexte le moment du lancement de l'application Action Populaire. Je vais peut-être enlever mon masque pour parler si ça dérange personne. Je disais donc le contexte du lancement de l'application Action Populaire. Elle est opérationnelle depuis le début de l'année 2021 et peut-être même la fin de l'année 2020. Mais en tout cas, Jean-Luc Mélenchon l'a vraiment lancé publiquement à travers une conférence de presse qui était ses vœux à la presse le 14 janvier 2021. Et on en a fait en fait un peu un événement de notre début d'année 2021 pour la raison que, si vous vous souvenez, en janvier 2021, il y a eu l'imbroglio, la tentative de coup sur le Capitole américain suite au refus de Donald Trump de reconnaître sa défaite à l'élection de novembre 2020. Suite à ces événements, Twitter d'un côté, puis Facebook, ont décidé de couper l'accès de Donald Trump, de fermer ses comptes donc sur Twitter et sur Facebook. Et donc, face à cela, Jean-Luc Mélenchon avait eu la réaction suivante, de dire, en fait, si dans un cas où quelqu'un comme Donald Trump enfreint la loi dans son usage des réseaux sociaux, en aucun cas ça ne doit être à des multinationales privées de prendre la décision de son droit d'accès ou pas, et le cas échéant de le censurer. Et c'est pas parce qu'on est des ennemis absolus de Donald Trump et du fascisme qu'il représente qu'on accepte cette forme de censure privée. D'autant plus que l'affaire Trump Twitter a fait énormément de bruit à l'époque, mais en fait ce n'est pas du tout le seul cas qui existe de cette forme de censure qui s'exerce, et notamment on l'a connu déjà dans les années qui viennent de s'écouler dans des personnalités majeures de notre camp de la gauche dans le monde. Par exemple Rafael Correa, l'ancien président de l'Équateur, s'est lui fait bannir de sa page Facebook, qui avait quand même 2 millions d'abonnés, s'est fait bannir de sa page Facebook suite aux poursuites qu'il y a eu menées contre lui par le pouvoir équatorien qui l'a succédé et qui l'a forcé à l'exil en dehors de l'Équateur. Mais Facebook a pris la décision seul, probablement pour plaire au gouvernement américain et au gouvernement équatorien, de couper l'accès de Rafael Correa, de lui fermer sa page en fait.
Pendant la campagne électorale en Espagne en 2018, c'est arrivé, campagne législative, c'est arrivé également à Podemos qui s'est fait couper, lui, non pas sa page Facebook, mais son channel WhatsApp, donc c'est-à-dire un canal de communication par lequel il transmettait des communiqués, des informations, des articles à tous les gens qui étaient abonnés à ce canal, sachant que WhatsApp est également la propriété de Facebook, c'est le même groupe. De façon en France, ce type de pratiques existe aussi, elles sont assez mal répertoriées, assez mal relatées par la presse, elles font beaucoup moins de bruit évidemment que Donald Trump aux États-Unis, mais pour donner un exemple parmi d'autres, on avait constaté que au moment de l'organisation du G7 à Biarritz en 2019, plusieurs pages Facebook très militantes, proches soit des milieux altermondialistes, soit de l'extrême gauche, avaient vu leur trafic diminuer presque de 100% dans la semaine qui précédait le G7 à Biarritz et pendant les jours du G7 à Biarritz. Donc bien sûr qu'il n'y ait aucune décision de justice, aucune décision publique, quelle qu'elle soit en fait, pour justifier de cette baisse de trafic. J'avais noté, par exemple, c'est des pages que peut-être que vous connaissez, qui sont des pages basées dans des villes comme Nantes révoltée ou Lille insurgée, ou encore la page Cerveau non disponible, voilà, qui relaie du contenu souvent altermondialiste, on peut dire. Donc voilà, ça c'est un premier constat et qui venait confirmer en janvier 2021 un processus qui était de plus longue date encore, puisque dans l'année 2019, on avait vu plusieurs faits s'enchaîner. D'abord, Facebook a annoncé en 2019 son projet de créer une sorte de cour suprême mondiale de Facebook qui permettrait d'arbitrer en interne de Facebook les cas litigieux de modération sur son réseau social, ce qui est, rien que par l'utilisation du terme cour suprême, qui dénote une volonté de ces plateformes, et notamment ici dans le cas présent de Facebook, de remplacer en fait les États dans leurs fonctions les plus basiques, à savoir la fonction de rendre la justice et le cas échéant de dire ce qui est de l'ordre de l'opinion et ce qui est de l'ordre du délit, et qui relève de la loi et qui justifie éventuellement un procès, une condamnation et éventuellement une censure. Donc ça c'est le premier fait, et dans le même ordre d'idée, il y a un deuxième courant qui cette fois vient du législateur, qui existe un peu partout dans les pays occidentaux, qui est cette volonté des législateurs de confier par la loi nationale la censure privée aux plateformes, le droit de censurer aux plateformes. Et notamment en France, on l'a vu dans deux lois. La première, c'est la loi de lutte contre la manipulation de l'information. Donc ça, c'était l'histoire des fake news. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Macron avait dit les fake news, c'est terrible, c'est une grave menace pour la démocratie, et donc il faut faire quelque chose. Et entre autres choses, ils ont inscrit dans la loi l'obligation pour les plateformes de diffusion d'informations comme Google, Twitter ou Facebook, d'avoir des mécanismes de censure, de blocage des fausses nouvelles, donc des fake news. Sachant que donc c'est à la charge de ces plateformes-là d'apprécier ce qui doit être considéré comme une fausse nouvelle, et donc ce qui doit être considéré comme une vraie information. Et c'est également à la charge de ces plateformes de savoir ce qu'ils doivent mettre en place comme processus pour chasser les fausses informations de leur plateforme. Et notamment, beaucoup essayent de mettre en place maintenant des algorithmes, donc des moyens automatiques de repérer ce qui est considéré comme une fausse information pour les déréférencer, faire qu'elles circulent beaucoup moins, accroître la difficulté à ce qu'elles arrivent à un large public. Donc
évidemment, la limite de ça, c'est que un algorithme, il n'a pas le jugement humain pour considérer ce qui est une fausse information, une vraie information. Il ne travaille que sur la base d'automatisme, de choses qu'il a appris à repérer, et il a appris à repérer des choses, et il a appris que ces choses-là, sûrement, quand elles étaient présentes, alors l'information était une fake news. Mais donc du coup, il peut chasser aussi des choses qui ne relèvent pas du tout des fake news. Par exemple, en 2017, Google a annoncé justement de mettre en place des algorithmes sur son site Google Actualité pour déréférencer les fake news. Et une étude avait montré qu'une des conséquences de cette décision de Google avait été une baisse de 45% du trafic sur les sites d'information qui sont ouvertement socialistes ou progressistes ou anti-guerre aux États-Unis. Donc ça peut avoir des conséquences, des conséquences de censure, quoi. Donc ça, c'était la première loi, la loi fake news. Et ensuite, il y a eu la loi Avia. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette loi-là. C'était une loi dite pour lutter, en tout cas qui était dite pour lutter contre la haine en ligne, donc les comportements haineux en ligne. Et là, la loi Avia aussi donnait la responsabilité aux plateformes pour censurer les comportements haineux et le faire au moyen d'algorithmes, c'est-à-dire au moyen d'un traitement automatisé des contenus, quoi. Donc ça, la loi Avia, pour l'instant, elle a été largement censurée par le Conseil constitutionnel. Donc ces dispositions-là ne s'appliquent pas pour l'instant. Elle a été en fait pratiquement entièrement censurée par le Conseil constitutionnel. Mais en tout cas, on a vu cette volonté-là de la part des macronistes de confier finalement la régulation de l'information et des litiges qu'il peut y avoir sur ce qui est autorisé ou pas autorisé dans le monde de la publication et de l'information à des multinationales privées plutôt qu'à l'État et à son système judiciaire. Enfin, et j'en terminerai par là, il y a un troisième élément de contexte qui est important, c'est qu'après l'affaire Donald Trump, on va dire, c'est-à-dire son élection, son mandat, sa non-réélection, son refus de reconnaître les résultats, puis l'invasion du Capitole, Facebook, Mark Zuckerberg, le PDG de Facebook, a fait une grande conférence de presse pour annoncer un virage dans la politique de Facebook vis-à-vis des contenus politiques. En gros, Mark Zuckerberg annonce que il veut que Facebook devienne un réseau social convivial, fait de convivialité, familial, etc. Et que les contenus politiques, puisqu'ils ont été accusés de favoriser la montée du fascisme aux États-Unis, les contenus politiques en général seraient défavorisés désormais par les algorithmes Facebook et donc circuleraient moins. Ce qui est un tournant dans le rapport d'une entreprise comme Facebook à la politique, puisque on peut dire que dans les débuts de Facebook, son rapport à la politique était plutôt positif, puisque ça lui faisait de la très bonne pub. Vous vous souvenez qu'on parlait des révolutions Facebook ou des révolutions Twitter pour les printemps arabes, notamment en Tunisie et en Égypte. Et donc on disait, voilà, grâce à Facebook, grâce aux réseaux sociaux, maintenant on peut faire des révolutions. Bon, ce qui est un peu absurde comme raisonnement, mais en tout cas ça profitait à Facebook, donc ils étaient bien contents. Ensuite, il faut savoir qu'ils ont fait beaucoup d'argent en favorisant la circulation des contenus d'extrême droite, puisque les contenus d'extrême droite basés sur la peur de l'immigration, la peur de l'étranger, etc. À un moment, les algorithmes de Facebook se sont rendus compte qu'ils étaient très très viraux et donc les ont de plus en plus favorisés, ce qui a généré évidemment énormément de revenus publicitaires pour Facebook. Mais maintenant, cette annonce de Mark Zuckerberg, il considère que, vu que Joe Biden est revenu au pouvoir aux États-Unis, vu que l'élite plus traditionnelle, disons que Donald Trump, a repris la main aux États-Unis, c'est le moment de refermer le couvercle, d'éteindre un peu l'incendie qu'on avait allumé, et donc de retirer l'outil politique pour les peuples qui étaient les réseaux sociaux, de leur retirer en arrêtant de faire circuler massivement du contenu politique sur leur réseau social. Donc voilà, ces éléments de contexte pour dire que le lancement d'Action populaire, d'abord, il avait une importance
il a une importance tactique, il a une importance stratégique pour nous, parce que on arrive à un moment où les réseaux sociaux, les grandes plateformes s'orientent de plus en plus vers un chemin où elles vont exercer une censure sur les opinions politiques qui circulent sur leur site, et elles vont exercer une censure sur les opinions politiques qui circulent sur leur site qui sont considérées comme en dehors du système. Donc évidemment les nôtres. Donc ça paraissait nécessaire, même si évidemment Action Populaire, l'application Action Populaire, ça paraît un grain de sable par rapport à la puissance de Facebook, mais en tout cas il paraissait nécessaire de commencer à lancer des outils qui nous permettent d'être autonomes, d'être autosuffisants et de pouvoir résister, de pouvoir encaisser le choc si jamais il y a des phénomènes de censure importants de la part des multinationales privées qui gèrent les plateformes de réseaux sociaux par lesquelles on passe énormément évidemment pour diffuser du contenu. Voilà, je vais laisser la parole à Gilles justement pour nous dire, nous expliquer un peu le contenu d'Action Populaire et la philosophie derrière la construction d'outils numérique autonome. Merci. Je crois que ce micro est toujours allumé. Oui. Alors, je vais vous parler d'Action Populaire, mais avant ça, je vais revenir un peu en arrière sur d'où vient Action Populaire et d'où viennent les outils numériques en général qu'on a développés depuis 2016 en réalité à la France Insoumise et dans la première campagne présidentielle de la France Insoumise en 2017. Puisque tout ça est en fait une histoire de choses qui s'empilent les unes les autres et qui se développent à partir de ce qui existait à chaque fois à l'étape précédente. Ce qu'on appelait en 2017 la plateforme, peut-être que vous vous souvenez de ce terme qu'on utilisait de manière récurrente, c'est quelque chose qui a commencé à être construit dès le début de la campagne de 2017, qui est en réalité un ensemble très large d'outils numériques qui consistait à la fois en la plateforme de soutien, le site de dons, le site de commande de matériel, la plateforme qui a servi déjà à élaborer collectivement le programme L'avenir en commun en 2017, le site d'actualité, le Mélenphone, je ne sais pas si les personnes qui ont fait la campagne de 2017 s'en souviennent, qui permettait de passer des appels partout en France. Tout ça était un ensemble d'outils assez divers, assez variés, qui permettait aux personnes de s'investir dans la campagne d'une manière aussi qui correspondait aux attentes qu'elles avaient. Ce qui est important de comprendre face à ça, c'est que déjà à cette époque, et c'est encore le cas aujourd'hui, il n'y a pas là-dedans d'innovation technique majeure. Enfin, même, il n'y a pas d'innovation technique tout court. C'est-à-dire qu'on développe évidemment des outils qui sont adaptés aux besoins qu'on a, qui sont, je dirais, customisés, enfin, qui sont personnalisés, voilà, pour comment on va les utiliser dans la campagne. Mais on ne fait qu'utiliser des standards de l'industrie du numérique et d'Internet et les mettre en place pour nos usages. Des innovations techniques majeures en informatique, de toute façon, elles se développent plutôt dans le cadre de la recherche et ou alors dans des très grosses structures qui ont des départements recherche et développement élaborés. Donc rien de tout ce qu'on a fait en 2017 n'était pas déjà faisable techniquement quelques années auparavant, voire déjà dans la campagne présidentielle de 2012. Donc ce qui aboutit au fait qu'on ait en 2017 toute une plateforme numérique qui va organiser et structurer en grande partie la campagne et l'action du mouvement, c'est une volonté politique plus qu'un changement, si vous voulez, des conditions matérielles dans lesquelles se ferait la campagne. Les possibilités techniques, elles sont déjà là depuis de nombreuses années. Néanmoins, comme on part de rien, en 2017, on commence à travailler d'abord avec un outil qui était utilisé notamment dans les campagnes américaines, qui s'appelait Nation Builder, et qui était, si vous voulez, j'en parlerai après, mais un outil qu'on a dû beaucoup transformer pour le faire fonctionner à notre sauce. Pourquoi ? Cette plateforme qu'on développe en 2017, elle est en fait déjà la conséquence politique de plusieurs idées
qu'on a à l'époque sur le mouvement, et notamment une centrale qui est l'idée du mouvement sans bord. L'idée que le mouvement n'est pas comme un parti quelque chose dont on est membre ou pas membre, mais quelque chose dans lequel on s'implique et où si vous voulez, le statut de membre dans le mouvement n'est pas déconnecté ou simplement se réduit, si vous voulez, à l'action qu'on y mène. Donc, être membre du mouvement, c'est avoir signé sur la plateforme, c'est rejoindre un groupe d'action, c'est s'investir dans le mélanphone, mais sans peut-être rejoindre un groupe d'action. Il n'y a pas, si vous voulez, une seule et unique manière de participer au mouvement. Il n'y a pas une seule définition, il n'y a pas deux définitions de ce que c'est que être membre. Et la manière dont on s'investit dans la campagne n'est pas un parcours défini, mais simplement un menu, un ensemble d'outils qui sont pour la plupart disponibles en ligne, desquels on peut se saisir et dans lesquels on peut s'investir. Et donc c'est pour ça qu'on construit aussi un ensemble très vaste d'outils qui vont du mélanphone à la plateforme de groupe d'action, à des outils de militantisme en ligne qu'a développé notamment le Discord Insoumis, en passant par le jeu vidéo, des choses comme ça, et qu'on met en place aussi d'autres outils comme le site matériel qui, il faut le dire à l'époque, est une innovation politique parce que le fait de pouvoir commander en ligne du matériel sans passer par la structure d'un parti politique qui le livre à un échelon fédéral, puis le dispatch dans des comités, etc., c'est aussi une innovation politique en 2017. C'est pour ça qu'on met en place tous ces outils, parce que ça correspond à l'idée qu'on se fait de ce que doit être un mouvement politique à l'époque et de comment on veut s'éloigner de la forme parti. Donc à la fin de la campagne, si vous voulez, vous avez environ 500 000 personnes qui ont rejoint la plateforme à la fin de la campagne de 2017 et 35 000 seulement, entre guillemets seulement, qui ont rejoint un groupe d'action. Ce qui veut dire voilà, que la différence qu'il peut y avoir entre les personnes les plus impliquées dans le mouvement et les personnes qui simplement ont fait un geste d'adhésion, mais déjà se tiennent informées de l'actualité politique du mouvement, de l'actualité politique de Jean-Luc Mélenchon, elle est énorme et on n'a pas du tout un ensemble cohérent et fermé, mais plutôt quelque chose de très large dans lequel on va trouver un vaste panel de formes d'investissement. Il y a aussi évidemment quelques spécificités à ça. Enfin, en fait, rapidement, on va découvrir les limites de cet outil Nation Builder qu'on utilise. Et pour aller plus loin, justement, dans ce que je décris, on va, entre guillemets, investir dans le développement de cette plateforme, dans le sens où on va projeter ça sur le long terme, notamment après la campagne de 2017. Et c'est là qu'on va commencer à développer entièrement en interne, ce qui est toujours le cas aujourd'hui, nos propres outils. C'est-à-dire que on n'utilise plus un prestataire américain et on développe entièrement nos propres outils avec des outils libres, avec des développeurs qui sont au sein du mouvement, avec des designers qui sont au sein du mouvement. Et c'est ça aussi qui va faire que l'outil va être de plus en plus adapté à ce qu'on veut faire politiquement, pour la raison simple qu'il n'y a pas d'intermédiaire, si vous voulez, il n'y a pas de difficulté à faire comprendre notre objectif politique, puisque les gens qui développent l'outil numérique sont des militants, des militantes qui comprennent ce qu'on fait politiquement et qui, en même temps qu'ils développent l'outil, mettent en œuvre une stratégie. Ce qui est une grosse différence, hein, bien entendu, avec nos adversaires et nos concurrents dans le paysage politique français, où il y a, à part un peu En Marche, il n'y a quasiment aucune organisation politique qui, en interne, développe ses propres outils. Quasiment tous travaillent avec des prestataires qui leur offrent des solutions un peu toutes faites, qui évidemment ne sont pas adaptées aussi bien à ce qu'ils souhaitent faire politiquement. Aujourd'hui, du coup, c'est quoi Action populaire ? Si vous voulez, c'est une évolution encore par rapport à la plateforme qu'on avait en 2017, c'est-à-dire qu'on va plus loin dans ce qui était déjà possible. Ce qui était déjà possible, c'était créer un groupe, c'était créer des événements, c'était tout l'aspect auto-organisation
du mouvement qui, dès 2016, en fait, est déjà présent sur la plateforme. Et on va plus loin et on développe encore plus l'aspect réseau social, qui n'était pas très présent auparavant, en développant notamment les outils de communication, les outils pour mettre en avant ses propres actions. On pousse les groupes locaux à, si vous voulez, enrichir leur page sur je parle pas du tout assez dans le micro, en fait. À enrichir leur page sur le réseau social. On va encore plus sur le long terme développer les outils de réseaux sociaux et de mise en commun, si vous voulez, de l'action, parce qu'on a par exemple pour idée dans les prochains mois de faire des outils de partage d'événements entre groupes, des choses comme ça qui permettraient de mettre en avant nationalement des événements qui sont très populaires ou qui ont très bien marché. Mais au cœur de ça, il y a toujours l'aspect auto-organisation qui existait déjà auparavant, préalablement à Action Populaire. Et cet aspect auto-organisation, si vous voulez, c'est vraiment ce qui fait la spécificité des outils numériques qu'on développe et qui les rend très différents de ce que font nos concurrents, et de même ce qui se fait à l'étranger notamment, et très différent aussi de l'esprit, par exemple, qu'un outil comme Nation Builder, et c'est pour ça qu'on en est parti, développe au départ. La plupart des outils numériques développés en politique, et notamment qui nous viennent des États-Unis, puisque c'est eux qui investissent le plus d'argent sur la question, c'est des outils qui, si vous voulez, appliquent à la politique le fonctionnement de ce qu'on appelle les CRM, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui désigne un type de logiciel, c'est Customer Relationship Management. C'est donc des logiciels qui sont utilisés dans la plupart des entreprises ayant beaucoup de clients pour gérer les relations clients. Ce sont des logiciels qui permettent de suivre l'ensemble des échanges qu'un service client, qu'un call center, etc. Va avoir avec un client dans le but de développer la relation qu'on a avec lui, et de l'approfondir et de l'amener à acheter un produit, à s'inscrire à un service ou des choses comme ça. Et en fait, la plupart des logiciels politiques développés aux États-Unis et qui sont aujourd'hui importés en France, notamment par d'autres partis concurrents, sont grandement inspirés du fonctionnement de ces CRM, c'est-à-dire qu'ils sont basés sur l'idée que vous avez un staff important de gens à un échelon soit national, soit régional, qui a un immense fichier de sympathisants, les contacts, gère la relation avec eux, essaie de les pousser à l'action, de venir à une réunion, etc. Mais tout ça est extrêmement conçu dans une logique au bas, où vous avez des professionnels de la politique qui passent un temps fou à gérer un ensemble de sympathisants, et le logiciel est là pour optimiser, entre guillemets, ce travail et le rendre plus efficace. Action Populaire n'est pas du tout construit comme ça, aussi parce que les contraintes de la vie politique française sont très différentes des contraintes de la vie politique américaine, puisque les sommes dépensées par les Américains dans les campagnes, enfin Bernie Sanders et la primaire, c'est de l'ordre de $10 par vote populaire. La campagne de Jean-Luc Mélenchon en 2017, c'est de l'ordre de 2 € par vote à la fin. Donc on est sur des ordres de grandeur qui sont extrêmement différents. Mais donc Action Populaire, évidemment, l'approche est extrêmement différente, et tous ces outils de gestion de relations au bas, si vous voulez, ils sont très peu développés, ce qui veut dire qu'on va aussi beaucoup moins loin dans la récolte de données personnelles ou de choses comme ça, qui sont très importantes dès lors que vous avez un outil qui fait du suivi des personnes très détaillé. Et on est beaucoup plus sur de la mise en réseau horizontale, où on cherche à faire qu'au maximum, ce soit les animateurs de groupes d'action qui fassent le travail militant, d'aller chercher les gens qui s'inscrivent sur la plateforme, de les faire venir à leurs réunions et de les amener à l'action pour ensuite que le mouvement prenne. Mais on est beaucoup plus sur un aspect réseau social que sur ces outils numériques qui, en réalité, sont hégémoniques dans le reste du paysage politique français et mondial. Voilà, que dire de plus, si ce n'est qu'on aboutit quand même à une situation très particulière, et je pense assez unique aussi, où le mouvement n'a pas d'autre existence que ce qui existe sur le réseau social. C'est-à-dire que la plateforme, c'est le mouvement c'est la plateforme.
un groupe d'action de la France insoumise n'existe que s'il existe sur le réseau social. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'assez particulier aussi, d'assez unique, dont il faut réaliser la portée. C'est-à-dire que, et je vais m'arrêter là parce que j'ai plus de voix, c'est vraiment le réseau social et l'outil numérique qui donne sa forme au mouvement, organise l'action, et il n'y a pas de structure existante en théorie en dehors de ce mouvement. Alors bien sûr, il y a des structures ad hoc qui se développent, et peut-être que le réseau social et la plateforme ne répondent pas toujours à ces besoins, mais le but, c'est plutôt de les intégrer dans cet outil que, à terme, que de penser que c'est comme ça, que c'est bien, que ça fonctionne, que ces structures se développent en dehors du réseau social. Aujourd'hui, si quelqu'un veut rejoindre l'action de la campagne ou du mouvement, il le fait sur le réseau social Action Populaire, et il doit normalement y trouver tout ce qui se passe près de chez lui, que ce soit un événement, un groupe de gens qui s'intéressent à des thématiques particulières, des personnes, les insoumis qui vont rejoindre une manifestation près de chez eux, etc. etc. Je m'arrête là, j'ai vraiment plus de voix, je suis désolé. Ouais, je vais enchaîner sur justement ce que tu disais, cette formule, la plateforme c'est le mouvement c'est la plateforme ou le réseau social. Cette formule, elle est juste, évidemment, dans notre cas, et elle répond, elle n'est pas là par hasard, elle répond à une réflexion théorique sur l'état de la société aujourd'hui, sur les moyens de la transformer, les forces révolutionnaires qui existent dans la société telle qu'elle est aujourd'hui. Jean-Luc Mélenchon a dit une fois dans une interview au journal Le 1 que le mouvement devait être au peuple ce que le parti était à la classe. Vous savez, donc les partis ouvriers, parti communiste, parti socialiste, avaient au début du XXe siècle et jusqu'à tard dans le XXe siècle, pour les partis communistes, un peu moins pour les partis socialistes peut-être, mais la vocation d'être l'outil politique de la classe ouvrière. Et bien, le mouvement, tel qu'on le construit à travers notamment à travers un réseau social maintenant, qui s'appelle Action Populaire, le mouvement, il doit avoir pour vocation d'être l'outil politique du peuple. Mais là encore, c'est pas une formule générale. Parce que le peuple, on pourrait dire, bon, ok, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Mais c'est le peuple comme nouvel acteur social et comme nouvel acteur politique du XXIe siècle qui répond à une théorie qu'on a appelée la théorie de l'ère du peuple, parce qu'on l'a appelée après le livre qu'a sorti Jean-Luc Mélenchon en 2014 qui s'appelle l'ère du peuple. Et donc ce peuple-là, dont on considère qu'il est l'acteur clé de la modernité, il a plusieurs caractéristiques qui nous poussent à penser que la formule d'organiser son mouvement par un réseau social est la bonne. Donc je vais essayer de rapidement présenter ces différentes caractéristiques. D'abord, le peuple, on va dire la population actuelle, elle a été transformée en profondeur au cours du XXe siècle, on pourrait dire du XIXe et du XXe siècle, par plusieurs choses. Le premier des facteurs est évidemment l'explosion démographique de l'humanité. Pendant des millénaires et des millénaires, l'humanité a mis du quatrième millénaire avant notre ère jusqu'au XIXe siècle pour atteindre son premier milliard d'individus. Désormais, au cours du XXe siècle, nous avons, à partir des années 50, en tout cas, nous avons gagné 1 milliard d'individus tous les 12 ans. Donc c'est vous dire à quel point l'accélération de l'augmentation de la population est un facteur tellement gigantesque qu'il ne peut absolument pas être ignoré comme cause de plein de mutations. Une de ces mutations qui est liée à l'augmentation du nombre, c'est la mise en réseau de l'humanité. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, la mise en réseau de l'humanité ? Ça signifie que pendant des millénaires et des millénaires, les individus
satisfaisaient les besoins essentiels de leur existence, se loger, boire, se nourrir, se chauffer, éduquer leurs enfants ou se soigner. Ces besoins-là étaient presque tous satisfaits, pour en tout cas 99,9% de la population mondiale, par l'autoproduction ou bien la production d'un cercle proche, donc le cercle familial ou le cercle villageois. Typiquement, on produisait ce qu'on mangeait, l'éducation des enfants revenait essentiellement aux parents et à la famille et à personne d'autre. L'eau, on la puisait dans une source qui était près du domicile, etc. etc. Pour se chauffer, on allait chercher du bois soi-même et on se chauffait. Ça, c'était les conditions de vie voilà, de 95% de l'existence de l'humanité depuis le néolithique. Les conditions de vie, c'est ça. Et l'explosion démographique, évidemment, a changé la donne, puisqu'elle a créé des grandes agglomérations urbaines, elle a considérablement complexifié les sociétés, et elle a rendu petit à petit impossible ce mode de fonctionnement. Et donc désormais, tous ces aspects essentiels à la reproduction de l'existence des êtres humains passent par d'énormes réseaux collectifs dont un individu ne va maîtriser, qu'un individu ne va maîtriser seul. Si on prend l'eau, par exemple, l'eau aujourd'hui, elle arrive ou pas, mais en tout cas, elle arrive quand elle arrive au robinet chez vous. Elle vient, vous savez pas forcément d'où. Elle a traversé des kilomètres et des kilomètres de canalisation avant d'arriver. Elle a été traitée. Quand elle repart dans un réseau d'eau usée. Elle repart être traitée, puis être mise dans le réseau de distribution d'eau potable. Pareil pour l'énergie. Pareil pour la nourriture. La nourriture, elle vient souvent de très loin, et vous avez besoin d'avoir accès au réseau de distribution alimentaire, on dit, c'est-à-dire les supermarchés par exemple, pour vous nourrir. Pareil pour l'éducation maintenant, c'est plus uniquement la famille et les proches qui ont en charge l'éducation des enfants, mais un réseau d'écoles, soit publiques, soit privées, qui prend en charge ce besoin. Donc les êtres humains sont massivement mis en réseau parce qu'ils dépendent des réseaux pour la reproduction de leur existence matérielle. C'est pourquoi les questions d'accès à ces réseaux sont si cruciales dans les mouvements populaires aujourd'hui. Dans le monde, il y a eu dans ces dernières décennies énormément de mouvements, par exemple sur la question de l'accès à l'eau, qui ont donné lieu à des processus révolutionnaires. En Bolivie, par exemple, c'est des mouvements d'accès à l'eau qui ont donné lieu à des processus révolutionnaires. On constate que dans les années qui précédaient la révolution au Liban, il y a eu aussi des énormes mouvements pour l'accès à l'eau. Pareil, quand il y a eu la révolution en Irak, il y avait aussi un terreau de mouvement social sur cette question d'accès à l'eau. Mais plus largement, la question de l'accès aux services publics, la question de l'accès au transport, si on pense aux Gilets jaunes, ou si on pense à la révolution chilienne qui a démarré sur l'augmentation du ticket de métro à Santiago. Les questions d'accès au réseau, en général, sont capitales dans les mouvements populaires, d'aujourd'hui. Ce qui change quelque chose par rapport à l'époque où on pensait les choses en termes de classe, et donc en termes de partis qui structuraient une classe bien définie, c'est que la classe sociale, elle, se définissait essentiellement sur la question de la relation de travail. Donc la question de la relation de travail, de la question de l'exploitation des prolétaires par le patronat. Ce qui ne veut pas dire que cette question-là a disparu, que cette question-là n'existe plus, mais elle existe au milieu d'une série d'autres questions qui impliquent aussi de remettre en cause le capitalisme, mais qui n'impliquent pas directement la question de la relation de travail, donc l'accès aux services publics, l'accès au logement, l'accès au transport. Et ça rejoint une deuxième raison pour laquelle les partis de masse, les partis ouvriers, qui avaient pour vocation d'organiser la classe ouvrière,
ont disparu et que leur forme est finalement devenue obsolète, c'est l'augmentation de l'hétérogénéité sociale, qui découle aussi en partie du nombre et de la mise en réseau des individus, mais qui découle aussi d'un autre facteur clé, d'une autre des causes clés de l'ère du peuple, qui est la financiarisation du capitalisme. Vous savez ou vous ne savez pas, en tout cas à partir des années 70, le capitalisme a muté, et on dit qu'il est devenu financier, et donc en gros la sphère d'accumulation la plus importante du capitalisme n'est plus l'industrie comme ça l'a été peut-être au début du capitalisme et jusque dans les années d'après-guerre, mais la sphère d'accumulation la plus importante est devenue le secteur financier, donc le secteur des échanges en fait sur les marchés financiers, qui sont ceux qui donnent lieu aux profits les plus importants pour les capitalistes. Donc tout le système s'est réorganisé à partir de ce niveau de profil-là qu'on trouve dans la sphère financière. Ce qui a donné évidemment beaucoup d'actions ensuite en répercussion dans l'économie réelle pour essayer de maintenir le niveau, de rehausser le niveau de profit partout pour répondre aux exigences nouvelles qui étaient les exigences financières, les exigences de l'actionnaire, les exigences du niveau de dividendes. Et parmi ces actions qui ont été menées, il y a eu l'explosion de la classe ouvrière. D'abord par le chômage dans les pays du Nord. On a massivement délocalisé des industries à des endroits où ça coûtait moins cher et où les ouvriers n'étaient pas organisés, ce qui a créé du chômage dans les pays du Nord, ce qui a évidemment complètement désorganisé la classe ouvrière telle qu'elle était structurée. Mais pas seulement, les lieux de travail, qui étaient des lieux de travail dans l'époque de l'après-guerre plutôt grands, où étaient concentrés énormément d'ouvriers, ont été plutôt éclatés. Maintenant, même dans l'industrie, on a des lieux de travail qui sont beaucoup plus petits, avec beaucoup moins d'ouvriers. On n'a plus l'usine Renault Billancourt, où il y avait jusqu'à 8000 ouvriers qui travaillaient là en même temps, sur le même lieu. Donc 8000 ouvriers qui se voyaient, qui socialisaient, qui créaient des choses ensemble. Aujourd'hui, les lieux de travail ils sont beaucoup plus éclatés. De même que les contrats de travail, et donc les conditions de travail, sont beaucoup plus éclatées. Beaucoup plus de contrats courts, beaucoup plus d'horaires décalés, beaucoup plus d'intérimaires. Donc là encore des statuts qui sont en fait différents selon les individus, qui limitent la socialisation entre eux d'une part et l'organisation, mais qui créent des exigences matérielles différentes pour les uns et pour les autres. Donc pareil, c'est plus Renault Billancourt 8000 ouvriers qui ont une condition assez homogène. Enfin, je vais pas rentrer dans le détail là-dessus, mais c'est aussi vrai, même la géographie a été éclatée. À partir des années 70, l'habitat ouvrier a cessé d'être homogène. Notamment, on a créé les lotissements pavillonnaires en grande couronne des agglomérations ou en zone rurale, qui ont créé une forme d'accès à la propriété pour une partie de la classe ouvrière ascendante, qui est une forme d'habitat et des quartiers en fait qui sont très différents de l'habitat HLM ou du cœur des grandes villes ou proche du cœur des grandes villes où vit encore une autre partie de la classe ouvrière. Donc aussi les lieux d'habitation ont été éclatés. Et en fait, les partis de classe, les partis comme les grands partis communistes, comme le Parti communiste français par exemple, ou le Parti communiste italien, reposaient quand même sur la réalité matérielle d'une classe ouvrière qui était homogène, qui se voyait dans la façon dont les gens vivaient. Ils vivaient tous au même endroit, ils allaient tous à la même usine, et donc ils avaient les mêmes codes culturels, ils avaient des codes culturels communs, partagés, ils partageaient tous le même statut en termes de contrat de travail, et donc dans sa forme d'organisation même, le parti de classe, on pourrait dire, reproduisait une forme hiérarchique qu'on trouve, qui était la forme d'organisation des grandes industries du capitalisme d'avant la financiarisation, qui était bien sûr plus démocratisée dans le cas des partis ouvriers que dans le cas des industries, qui n'étaient pas du tout démocratiques, mais il y avait en tout cas une forme hiérarchique ascendante et descendante qui était commune. Donc tout ça a explosé.
et a rendu les individus beaucoup plus détachés de leur groupe social d'origine, de leur groupe social, beaucoup plus détachés où les groupes sociaux en tout cas se sont rapetissés, ou alors les individus ont été détachés de leur groupe social, ça dépend comment vous le voyez, mais en tout cas ça fait une deuxième condition pour laquelle la forme traditionnelle des partis apparaît obsolète aujourd'hui pour un mouvement révolutionnaire. Ensuite, troisième caractéristique, et qui à chaque fois les caractéristiques découlent des précédentes, donc qui découlent du reste, et particulièrement du nombre et des réseaux, c'est le processus d'individuation. Comme une première chose est que, comme au cours du XXe siècle, du fait de l'explosion démographique, la population est sortie du mode de vie qui prévalait depuis le néolithique, qui était très encadré par la famille, le village, et éventuellement l'Église, la religion en tout cas. Bon, à cette époque-là, cet l'encadrement social et moral des individus par ces institutions, elle se justifiait par le fait que c'était la famille et le village qui satisfaisaient aux besoins des gens. Donc, il était quelque part normal, je ne sais pas, mais en tout cas logique que la famille impose des règles très, très strictes qui encadrent l'individu, puisque sans famille, l'individu n'existait pas. Ou sans village, l'individu n'existait pas, puisque c'était le village de la famille qui lui satisfaisait à ses besoins matériels. Maintenant, tout ça a disparu au 19e et au 20e siècle, et ça a engendré un processus qui a été progressif, parce que c'était quand même les structures institutionnelles de tradition sont quand même des choses qui existaient depuis des millénaires et des millénaires, mais ça a engagé un processus d'individuation, c'est-à-dire que chaque individu se sent plus autonome du reste de la société et n'accepte pas de voir réprimer certaines de ses libertés qui considère maintenant comme des libertés fondamentales. Un exemple, les femmes n'acceptent pas d'être réduites à la procréation, ce qui a été le cas dans les sociétés patriarcales pendant des millénaires, et à partir du 19e et du 20e siècle, il y a eu de plus en plus, même s'il existait avant, en tout cas de plus en plus massif, un mouvement féministe qui a imposé le droit à l'accès à la contraception, le droit à l'avortement, le droit à travailler sans l'autorisation des hommes, etc., etc. Donc ça, le mouvement féministe, par exemple, est un bon exemple d'individuation, c'est-à-dire les individus cherchent à avoir plus de liberté vis-à-vis des règles traditionnelles, à s'extraire de ces règles traditionnelles. Un autre exemple qu'on pourrait donner est les progrès impressionnants faits par le mouvement LGBTI depuis les années 70, où dans un certain nombre de pays, les homosexuels, puis les lesbiennes, puis les personnes trans ont gagné un certain nombre de droits, une certaine reconnaissance dans la société qui n'est pas du tout achevée, mais en tout cas qui a progressé au fil des 5 dernières décennies. Donc ça, c'est le processus d'individuation, et donc ça implique aussi que les individus aujourd'hui acceptent moins naturellement de se fondre dans un groupe et de ne se vivre que comme la partie d'un groupe, et de renoncer à leur existence propre. Et donc ces différentes caractéristiques et cette dernière engendrée, l'individuation, amène à apparemment une contradiction, qui est qu'on a des gens qui ne veulent plus être juste une partie d'un groupe, et d'autre part, pour nos objectifs révolutionnaires, on a besoin d'une organisation collective qui mette en mouvement collectivement le peuple, ce peuple mis en réseau. Et donc le réseau social est en fait une forme d'organisation qui répond à cette contradiction, parce que à la fois elle représente dans le sens où concrètement elle matérialise en fait l'existence de l'individu dans l'organisation.
l'individu a une existence sur le réseau social, sur la plateforme, il a un profil, il a un nom, il a des caractéristiques comme le groupe d'action qu'il a rejoint ou pas, les événements auxquels il participe ou pas, s'il fait du mélanphone ou si c'est plus un militant des réseaux sociaux. Et en même temps, les réseaux sociaux restituent cet individu dans tous ces liens d'interdépendance qu'il a avec le reste de la société, sous une forme qui imite en quelque sorte l'organisation dominante de la société à l'ère du peuple, à savoir la mise en réseau. Le réseau social met en réseau les individus entre eux de la même façon que ils sont mis en réseau par leurs conditions matérielles d'existence dans l'ère du peuple. Donc voilà, en gros c'est pour ça, pour l'expliquer assez rapidement, c'est pour ça que la plateforme puis le réseau social ont été pensés comme des moyens, des réponses efficaces au problème de qu'est-ce que doit être une organisation révolutionnaire à l'ère du peuple. Voilà, je pense que j'ai rien à ajouter à ce stade. Je te repasse la parole peut-être pour finir. Oui, je ne vais pas être très longue suite à ce que tu as dit. On va aussi laisser du temps pour les questions à la fin. Vous pouvez commencer à les préparer. Simplement pour dire, voilà, où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Action populaire est une nouvelle étape dans le développement, si vous voulez, de nos théories et de nos stratégies dans le champ précis des outils numériques. C'est évidemment pas la dernière. On pousse encore plus loin qu'avant l'aspect réseau social, on pousse encore plus loin qu'avant l'aspect communication entre les personnes qui utilisent l'application, avec cette idée aussi qu'on pousse encore plus loin qu'avant, et ça nous ramène à ce que tu as dit au tout début, on pousse encore plus loin qu'avant notre capacité d'indépendance en termes et d'autonomie vis-à-vis d'autres outils extérieurs, puisque en développant par exemple des fonctionnalités comme la messagerie directement dans le réseau social, ça veut dire qu'à terme, on n'est plus forcément dépendant d'outils extérieurs, de messagerie instantanée ou de choses comme ça pour s'auto-organiser, ce qui, comme tu l'as souligné, est particulièrement important dans la période où la censure privée prend de plus en plus de pas et s'immisce de plus en plus dans la vie politique. Donc ça, c'est voilà, des perspectives qui se poursuivent et qui approfondissent, si vous voulez, l'idée qu'on se fait de ce que doivent être nos outils numériques. Ça nourrit évidemment la réflexion sur ce que doit être l'organisation politique, c'est-à-dire qu'on peut s'apercevoir aussi de certaines limites qu'on a pu rencontrer, que par exemple, c'est très difficile d'organiser des élections régionales et départementales avec juste la structure groupe d'action, et que évidemment, pour des élections, il y a d'autres formes d'organisation qui se développent. Est-ce qu'elles doivent faire partie de l'outil numérique ou pas? C'est des choses à arbitrer. Mais si vous voulez, la réflexion, elle se fait dans les deux sens. C'est la théorie qui nourrit la création de l'outil, et c'est l'utilisation de l'outil qui nourrit aussi la théorie. De manière très concrète, c'est aussi les retours des utilisateurs et des utilisatrices de l'application qu'on a au pôle outil numérique, qui influe beaucoup sur la manière dont on développe l'outil. Je vois Agathe qui est juste à côté, qui nous écoute depuis l'extérieur, qui est la designeuse qui travaille dans l'équipe et qui justement essaie de faire beaucoup la synthèse de ces retours pour des fois adapter des grosses choses. Ça peut être des grosses fonctionnalités, mais des fois aussi adapter des petites choses, parce qu'on peut s'apercevoir que sur des petites choses, il y a des changements d'usage qui se produisent, qui sont radicaux et qui finalement ont un impact direct sur l'organisation et l'action du mouvement. Par exemple, le fait qu'un événement puisse plus ou moins facilement être co-organisé par plusieurs groupes d'action, c'est évidemment quelque chose qui, sur la manière dont fonctionne le mouvement, a un impact important. Les prochains mois vont être cruciaux.
Moi, il y a quelque chose qui m'intéresse particulièrement de voir, et c'est plus un pari qu'autre chose, c'est est-ce que Action populaire peut aller au-delà de son usage de départ, qui est d'organiser l'action de la campagne de Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire qu'on peut parfaitement imaginer aussi que si les insoumis, comme ils le doivent dans l'idéal, sont présents dans toutes les mobilisations sociales dans leur ville et qu'ils le recensent sur Action populaire en disant bah, voilà, nous serons présents à telle manifestation, nous serons présentes à tel rassemblement à telle heure sur la place de l'hôtel de ville, Action populaire deviennent aussi de fait, je dirais par effet de bord, un répertoire des luttes sociales et des mobilisations qu'il y a dans le pays et dans lesquelles le mouvement insoumis s'investit. Répertoire qui est une nécessité qui a existé par le passé sous la forme d'outils comme Démosphère, des choses comme ça, mais qui aujourd'hui, je trouve, manque un peu, puisque de fait, Démosphère a fermé. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'était cet outil qui relançait les manifestations. Et je pense qu'il y a un potentiel aussi à chercher de ce côté-là, de comment un réseau social développé au départ pour un mouvement, mais qui en fait qui est un mouvement qui a vocation à interpénétrer tous les mouvements sociaux de la société, peut aussi devenir un réseau social d'abord qui simplement recense ces réseaux sociaux, ces mouvements sociaux, et pourquoi pas finalement à terme aide aussi à la structuration. Enfin voilà, c'est des hypothèses qu'on peut former comme ça, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant autour de ça, puisque le réseau social qui a son propre nom, qui n'est pas exactement celui du mouvement, il peut aussi être saisi par d'autres personnes. De fait, on n'est pas obligé de signer pour soutenir Jean-Luc Mélenchon, pour s'inscrire sur Action populaire, populaire aujourd'hui. Le réseau social a servi par exemple pour la campagne de votation pour l'eau, et on n'était pas obligé de soutenir la candidature de Jean-Luc Mélenchon pour participer à la votation sur l'eau qu'on a fait il y a quelques mois. Donc voilà, il y a une potentialité de structurer quelque chose de plus large aussi, qui est ouverte par ce type d'outils, qui par ailleurs sont des outils libres, donc on peut aussi imaginer simplement que d'autres personnes les reproduisent ailleurs et s'en servent pour organiser leur propre mobilisation en les installant et en les modifiant et en les adaptant à leur sauce sur leur propre serveur. C'est la définition du logiciel libre, c'est que n'importe qui peut en faire ce qu'il souhaite. Donc il y a quelque chose là-dessus qui peut s'ouvrir. D'autres associations comme Framasoft développent aussi des outils de mobilisation qui sont pensés de manière un peu similaire. Mobilisons, par exemple, est un outil qui est intéressant, qui reproduit beaucoup des fonctionnements d'Action populaire, par ailleurs. Et c'est intéressant de voir aussi comment le dialogue entre ces nouveaux outils, qui sont pas en très grand nombre aujourd'hui. Il y a Mobilisons, il y a Action populaire, il y a quelques trucs qui ne sont pas forcément orientés vers le militantisme, mais plus vers les événements en général, qui se développent aussi ailleurs. Mais ces outils vont s'enrichir les uns les autres forcément et au cours des prochaines années vont être amenés à se développer. Du coup, on va prendre les questions maintenant. Ouais, je le fais si tu veux. Tu le fais ? Ouais. Ouais, je veux bien, merci. Je commence. Bonjour, donc moi je suis Hélène et je suis de la Drôme. Et justement, on avait eu au moment des dernières élections présidentielles et législatives un questionnement par rapport à l'utilisation des outils, ce qui fait qu'on avait créé une page Facebook Drôme 3e circonscription. C'était un peu dommage. En fait, la 3e circonscription va du Vercors jusqu'au 04, donc c'est immense. On l'appelle la Pampa, c'est rural. Donc il y a très peu de groupes d'action sur cette... il y en a, mais ça couvre pas du tout toute la surface de la 3e circonscription. Et on avait trouvé à l'époque que ça aurait été vraiment bien de mener en même temps la campagne présidentielle et la campagne législative. Parce que comme on n'est pas très nombreux et qu'on n'a pas énormément de moyens, on fait d'une pierre deux coups. Mais pour faire ça,
la forme actuelle d'Action populaire, elle n'est pas adaptée. Voilà. Donc on a une demande très concrète d'une réflexion d'action populaire pour que là où il n'y a pas trop de groupes d'action et où il y a un très grand territoire, on arrive quand même à ne pas être obligé de créer une page Facebook pour pouvoir échanger entre nous simplement, et qu'on puisse aussi lier les événements de la campagne présidentielle à ceux de la campagne législative. Voilà. Je ferai plusieurs questions. Oui, bonjour, moi je suis Michel, je suis universitaire, je viens de Lorraine. J'ai un petit souci, j'ai un petit agacement, un petit souci, excusez-moi, avec le passage de vous deux, en fait, parce qu'il y a une ambiguïté ou une ambivalence, je ne sais pas, avec le mot, avec Action populaire comme outil et comme réseau. Et vous êtes passé, monsieur, de réseau, un petit peu ce qu'avait dit Jean-Luc Mélenchon l'année dernière à sa conférence sur les questions le besoin de réseau, à réseau social. Et pour moi, il y a un saut qui me pose problème, parce que ça veut dire qu'il faut passer par un outil. Je suis d'accord que c'est nécessaire, mais le mouvement, c'est le réseau, et le réseau, c'est le mot, je ne sais plus si c'était ces termes-là, ça me semble un peu dangereux, parce que d'abord, d'abord, ça ne convient pas à tout le monde. Ça peut convenir comme outil, mais ça ne convient pas forcément à tout le monde de passer par un outil de ce type. On est fragile, comme c'est de la technique, on est fragile. Alors on serait fragile, encore plus fragile si on était avec Facebook et tout ça, mais on est fragile quand même parce que ça passe par des tuyaux, parce que c'est de la technique. Et mettre tous ces œufs dans le même panier, c'est problématique du point de vue pragmatique. Ensuite, du point de vue philosophique, et puis même du point de vue économico-politique, disons, tout le monde n'est pas... ça ne branche pas tout le monde, et ça risque d'être excluant. Et il y a des gens qui sont des très bons militants, etc., et qui... ça les branche pas d'aller sur un réseau social, et je suis limite dans ce cas-là, disons. Même si je pratique le numérique. Une troisième question ou... C'est un peu dans la même veine. Ok, on essaie de faire des questions courtes pour que ce soit simple aussi pour les réponses. Ouais. C'est un peu dans la même veine. Moi, je trouve que Action populaire et les réseaux sociaux, c'est très bien, mais je trouve que si c'est excluant. Il y a des gens, par exemple, moi, je suis animatrice d'un groupe en Bretagne. Quand je dis à des gens, membres du groupe, il y a l'appli, les gens, l'appli, c'est quoi une appli? Je ne veux pas d'appli. Enfin, c'est quoi ça? C'est sur le téléphone et je veux ça pour... Voilà. Ce que je vois aussi de beaucoup, un certain temps, c'est que, comme je suis animatrice, je reçois des messages. Quelqu'un s'est inscrit à l'Action populaire. J'envoie des mails à ces gens-là en disant que je suis à leur disposition. Globalement, il y en a peut-être 1 sur 10 qui me répond. J'ai l'impression que les gens s'inscrivent à Action populaire et puis basta, quoi. Ils pensent qu'ils ont fait le taf. Et ils pensent que c'est assez. Alors, j'espère qu'au moment des élections, ils seront là. Mais je n'ai pas l'impression qu'ils font plus que ça. Ils s'inscrivent. Je ne suis pas sûre qu'après, ils consultent. Je ne suis pas sûre qu'après, ils répondent. Et le problème des réseaux sociaux, alors, Action populaire ou même les messages qu'on envoie par mail, et ben, le problème, c'est que ça limite. Je vous racontais, il y a 15 jours ou 3 semaines, à Dinan, j'habite à Dinan, il y avait 2 manifestations contre le pass. Et 2 qui ne partaient pas du même endroit. Et moi, je l'ai su, et quelqu'un d'autre, parce que je connaissais quelqu'un qui était dans les 2 groupes. Et j'ai eu l'info. Et on s'est trouvé devant la mairie, à Dinan, en disant, il y a une autre manif qui est à l'hôpital. Comment on fait? On ne va pas être ensemble. Et après, on a réussi à trouver un portable de quelqu'un qui était à l'hôpital. Et on était prêt à partir. Qui nous a dit, non, on remonte sur le centre. Eh bien, si on n'avait pas trouvé ce numéro de téléphone, on aurait pu se tourner en rond et pas arriver à se regrouper. Le problème des réseaux, c'est que chacun limite sa diffusion aux gens qu'il connaît. Et moi, des fois, je regrette le montant des affiches
On pouvait aller coller manifestation tel jour à telle heure et que tout le monde voyait. Je trouve que ça limite beaucoup et je ne suis pas sûre qu'au bout du compte, ce soit si bénéfique que ça. Je m'intéresse beaucoup sur ces fonctionnements-là. Tant qu'on n'arrive pas à mettre 3-4 personnes à peu près dans des réseaux différents qui se mettent en lien pour partager l'info, et moi, des gens qui sont dans mon groupe, j'ai beaucoup plus de résultats en leur envoyant des mails qu'en mettant l'annonce sur Action Populaire. J'envoie des mails aux gens et en général, là, ils me répondent et ils viennent. Enfin, certains non, bien entendu. Mais je suis un peu perplexe et un peu ambigu par rapport à tout ça. Moi, je ne suis pas tout à fait sûre que ce soit au bout du compte que ça rapporte beaucoup au bout du compte. Je vais essayer de répondre à quelques... Il y a beaucoup de questions dans les questions. Il y a plus d'une question par question. À quelques interrogations. Peut-être celle qui est faite la plus couramment, c'est l'idée que Action Populaire et avoir une application qui soit au cœur du fonctionnement du mouvement serait quelque chose d'excluant. Alors évidemment, oui. Tout le monde ne sait pas utiliser une application sur son smartphone, tout le monde ne sait pas utiliser Internet, et l'usage du numérique est quelque chose qui est excluant. Néanmoins, cet usage, si vous voulez, il n'est pas imposé en réalité. Pour participer à Action Populaire, le réseau social, il faut savoir utiliser une application de smartphone. Pour militer au sein du mouvement, il faut connaître d'autres gens qui militent au sein du mouvement et être en lien avec eux par quelque moyen de communication que ce soit, et c'est largement suffisant. Et si vous voulez, ça fait bien avant Action Populaire, déjà des années, que dans beaucoup d'organisations politiques, que ce soit des partis, des syndicats, des associations, le mail par exemple, l'email a pris une place centrale, et qu'il y a des gens qui n'utilisent pas d'email. Et ces gens-là, on s'est toujours débrouillé en les appelant pour les prévenir qu'il y avait une réunion. De la même manière, quand le téléphone portable a commencé à prendre une place prépondérante, les gens qui n'avaient pas de téléphone, il y a toujours quelqu'un qui s'est dévoué pour leur passer un coup de fil. Et encore avant ça, quand pour faire des convocations aux réunions, on n'avait pas l'email, mais qu'on les faisait par téléphone en appelant les membres du comité, il y avait toujours quelqu'un qui n'avait pas le téléphone, et on passait le voir chez lui. Si vous voulez, c'est quelque chose qui a toujours existé. Il n'y a jamais eu une technologie qui était suffisamment disponible qui était suffisamment disponible pour que on se passe de l'utiliser dans nos organisations politiques, et en même temps suffisamment disponible pour que tout le monde l'ait et qu'il n'y ait pas des personnes qui ne l'aient pas. Donc ce fait-là, il n'est absolument pas nouveau. Il a toujours existé, y compris, si vous voulez, avec les technologies précédentes, et on s'y est toujours adapté en prenant le temps, effectivement, d'inclure tout le monde par d'autres moyens et par d'autres moyens de communication qui leur sont plus adaptés. Effectivement, c'est le travail des militants de faire ça, de faire en sorte que tout le monde puisse participer et que tout le monde soit tenu au courant de l'action. Mais ça n'est pas une spécificité, encore une fois, de l'application, d'Internet ou de quelque nouveauté technologique que ce soit, qui serait utilisée par la majorité des gens, mais pas par tout le monde. Que dire de plus sur les personnes qui sont présentes dans le groupe d'action mais ne répondent pas? Oui, les degrés d'investissement sont très variables, et puis il y a des gens qui hésitent. C'est évidemment quelque chose de courant, des gens qui s'inscrivent à quelque chose sur Internet et puis qui ne passent pas le cap de le traduire dans la réalité concrète. Donc c'est aussi le travail de recontacter les gens et de s'informer de pourquoi finalement ils ne viennent pas. Peut-être qu'ils étaient disponibles cette semaine-là, donc ils sont un peu chauffés, comme quand on s'inscrit à la salle de sport et puis finalement on n'y va jamais. Il y a plein de raisons pour lesquelles les gens s'inscrivent et ne le font pas après. Donc ensuite, c'est essayer de les convaincre, mais là aussi c'est du travail militant. Sur la ruralité, il y a une vraie question à laquelle on n'a pas encore de réponse et à laquelle moi je suis très intéressé par avoir des réflexions, notamment sur le fait que la logique d'un groupe d'action, c'est pas un territoire comme l'est un comité de parti, mais un point. Elle marche très bien en zone urbaine.
mais dans des espaces ruraux, effectivement, elle répond peut-être pas aux problématiques spécifiques du territoire. Donc, oui, il y a une réflexion à mener là-dessus. Juste pour compléter en 2 secondes, sur le fait d'appliquer la logique des réseaux au réseau social, ce que je voulais dire, c'est que la logique du réseau social, c'est une manière qu'ont les individus de se connecter entre eux et de faire société, qui est par analogie un peu la même qu'on utilise dans des réseaux matériels. Voilà, c'est la seule chose que je voulais dire. Après, ce que je n'ai pas dit, c'est que l'outil numérique, l'application, était en elle-même le réseau social. Le réseau social, c'est les individus connectés entre eux. L'outil numérique, l'application n'est que le moyen, en l'occurrence ici, qu'ils utilisent pour se connecter entre eux et se mettre en réseau entre eux. Mais c'est comme si on disait que des tuyaux vides, c'était un réseau d'eau potable. Des tuyaux vides, c'est pas un réseau d'eau potable. Des tuyaux vides, c'est des tuyaux vides. Un réseau d'eau potable, il faut de l'eau qui circule dedans. Donc, il ne faut pas confondre. En fait, l'outil numérique n'est pas tout. L'outil numérique n'est qu'un outil, justement. Et il ne remplace pas, il n'a d'ailleurs pas du tout vocation à remplacer le militantisme qu'on peut dire traditionnel, ou je ne sais pas comment on peut le dire, mais de coller des affiches, de distribuer des tracts, d'aller à des manifs, de faire du porte-à-porte. Jamais le réseau social numérique n'a eu vocation, enfin pour nous en tout cas, n'a vocation à remplacer ces choses-là. Il a vocation par contre à aider à l'organisation de ces choses-là dans un contexte particulier. Voilà, c'est ce que je voulais dire et clarifier, parce que peut-être que c'était pas... j'avais l'impression du coup d'être mal exprimé ou d'avoir omis certains points qui fait que j'aurais pu être mal compris. On prend les questions suivantes peut-être. Peut-être on peut échanger à la fin du coup. D'abord priorité aux personnes qui n'ont pas... Bonjour, d'abord je voulais dire félicitations pour votre travail, enfin, c'est vraiment chouette. Moi je suis médiateur numérique et je suis assez attaché à l'appropriation des outils, et je trouve qu'il y a un effort de design qui est intéressant. Et je trouve que vous n'avez pas donné beaucoup de statistiques d'usage. Je ne me rends pas du tout compte de l'appropriation dans le réseau, et je voulais en savoir plus aussi sur la stratégie qu'il y avait derrière. Voilà, s'il y a des formations régulières qui sont données, en termes de communication. Enfin voilà, c'est la question de l'appropriation plus largement, quoi. Bonjour, tout d'abord merci pour vos discours. J'avais juste une petite question vis-à-vis de Nation Builder. Donc vous aviez dit que ça se basait en fait un peu comme l'utilisation d'un CRM. Du coup, je voulais savoir, est-ce que ça veut dire que les gens contactaient personne par personne tous les gens qui avaient du coup à l'intérieur de CRM, parce qu'à la base, c'est censé juste être un espèce d'annuaire qui sert à faire plein de choses. Et ensuite, comment vous faites au niveau du RGPD pour la protection des données? Voilà, merci. Oui, bonjour, Xavier des Vosges. Je suis animateur d'un groupe d'action qui compte 17 membres et dont je suis assez fier en 3 mois. C'est vrai que c'est un travail formidable parce que ça permet de créer une carte sur le site internet et qui permet de regrouper des gens. Mais de mon côté, on est en ruralité, c'est-à-dire qu'on n'est pas à un point dans une ville, mais techniquement, moi, c'est Neufchâteau, ça correspond à la 4e circonscription des Vosges, celui d'après, c'est à Épinal, et c'est à 1 heure de route. Simplement, il y a juste un petit point où je voulais vraiment attirer votre attention, mais vous l'avez dit tout à l'heure, sauf que chez nous, la disproportion, elle est encore plus grande. C'est que vous aviez dit, il y a 500 000 « Nous sommes pour » de Jean-Luc Mélenchon pour 35 000 sur Action populaire. On parlait du réseau Facebook. Alors aujourd'hui, c'est compliqué parce qu'on a du Messenger, on a du WhatsApp, maintenant il y a du Telegram qui sont rajoutés. Et puis en plus, l'application Action Populaire, je ne sais pas. Mais là, je voulais attirer l'attention, et ce qui me choque un peu, c'est qu'on a un site dans les Vosges qui s'appelle Vosges Insoumise.
il y a 50 000 insoumis dans Vonge Insoumise pour 350 000 habitants, ce qui est énorme. Et il y a 4 groupes d'action, le mien qui a 17, celui d'Épinal qui en a 3, celui de Tournai-Vosges qui en a 3 et celui de Gérardmer qui en a 3. Bon, c'est des villes que vous connaissez peut-être pas, mais c'est pour vous montrer la disproportion entre le nombre Action Populaire et Facebook. Et la seule chose que je regrette un petit peu, c'est qu'il n'y a peut-être pas assez de communication sur Facebook de l'existence d'Action Populaire, parce que je ne sais pas l'expérience de chacun, mais avant de rencontrer certaines personnes il y a quelques mois de la France Insoumise, moi je suivais tous les réseaux de France Insoumise, mais je n'avais jamais vu cette Action Populaire, à tel point que j'ai décidé d'en créer un pour essayer de faire avancer la chose. Mais est-ce qu'il y a un lien qui serait possible à faire entre Facebook et Action Populaire? Parce que tout le monde est sur Facebook actuellement. Moi, je vous dis dans les Vosges, il y en a 50 000 sur Facebook et il y en a 23 sur Action Populaire. Bonjour, Maria de Troyes. Je voulais savoir, moi, comment on pouvait plus utiliser la messagerie par Action Populaire. Parce que bon, j'ai essayé un peu, mais ça reste réduit aux gens qui sont inscrits dans les groupes d'action. Donc, comment étendre cette messagerie à d'autres personnes? Parce que ça me semblerait intéressant de pouvoir y ajouter d'autres personnes et de contacter d'autres personnes par ce biais. Merci pour toutes ces questions. Je vais être bref parce que 14h30 est la fin officielle de notre conférence, enfin de notre atelier, pardon. Alors Nation Builder, tout simplement, on n'a pas utilisé les fonctionnalités de CRM, c'est-à-dire qu'au départ, on était peut-être 3-4 à gérer Nation Builder. Et il y avait des dizaines de milliers de personnes inscrites dessus. Enfin, c'était complètement irréaliste de l'utiliser comme un outil de relation client ou comme en tout cas Nation Builder est censé s'utiliser. Nation Builder est d'ailleurs plutôt quelque chose qui au départ est construit pour les élections locales en réalité, pas des élections nationales. Donc nous, on a utilisé Nation Builder et en fait, on l'a complètement détourné de son usage initial pour créer quelque chose de différents et c'est pour ça ensuite qu'on a laissé tomber Nation Builder et qu'on a construit nos propres outils. Pour ce qui est du RGPD, la manière dont on le respecte, c'est assez simple. C'est que toutes les données sont hébergées en France, tout est hébergé sur des logiciels qu'on utilise nous-mêmes, enfin qu'on a développés nous-mêmes, pardon, et on ne récolte quasiment pas, à part des données statistiques, anonymisées, on ne récolte pas de données à l'insu des utilisateurs, c'est-à-dire que toutes les données personnelles qu'on a sur les gens sont des données qui sont remplies volontairement dans des formulaires et donc les gens savent très bien qu'ils les remplissent. Ouais, je suis désolé, je peux pas forcer plus ma voix. Si quelqu'un veut leur dire de baisser le volume, voilà. Voilà pour ce qui est du RGPD, où là aussi, on n'utilise pas de prestataires, on n'utilise pas Google Analytics, on n'utilise pas des choses comme ça, y compris pour nos statistiques, on utilise des outils beaucoup développés en interne. Il y a vraiment des choses qu'on a développées en interne que quasiment aucune association ou entreprise ou quoi que ce soit ne développe en interne. Et peut-être je peux monter un peu le volume, si vraiment personne n'entend, mais est-ce que c'est un peu mieux? Oui. Et donc, on a développé en interne, par exemple, notre outil d'envoi de mail, ce que quasiment personne ne fait, je pense, aussi pour des raisons de coût, parce que ça nous fait économiser énormément d'argent, puisque c'est un service sur lequel quelques entreprises ont un monopole aujourd'hui et qui est extrêmement cher pour des raisons historiques et techniques de construction d'Internet. Sur l'appropriation d'Action Populaire, ça passe beaucoup en fait par les animateurs de groupes d'action, où on essaie en fait qu'il y a un stand Action Populaire à l'entrée des amphis, mais c'est effectivement un travail de longue haleine de faire en sorte que les gens soient au courant que ça existe et l'installent. Donc on fait beaucoup de communication autour, mais ça passe évidemment
par les échelons intermédiaires du mouvement, par les animateurs du mouvement, par Jean-Luc Mélenchon qui des fois en parle dans des réunions avec les animateurs de groupes d'action ou des choses comme ça. Mais c'est aussi quelque chose de nouveau et que les gens ont du mal à s'imaginer tant qu'ils ne l'ont pas rencontré. Donc on ne se dit pas « Ah tiens, je vais aller chercher le réseau social » quand on débarque dans une organisation politique qu'on ne connaît pas, parce que la plupart des organisations politiques n'ont pas de réseau social. Par contre, on se dit facilement, je vais aller chercher la page Facebook. Et on a aussi quelque chose de différent, qui est que sur Facebook, il y a aussi ce truc d'émulation interterritoriale, où je pense que les 50 000 personnes qui likent la page Vosges Insoumise, pour la plupart, ne sont pas des Vosges. Et c'est quand même... Enfin, moi, je sais, j'ai liké la page. J'ai beaucoup d'amis dans les Vosges, mais je n'en viens pas et je n'y ai jamais habité, quoi. Et donc, évidemment, on est sur quelque chose de totalement différent quand même d'un réseau social type Facebook ou Twitter, qui sont des réseaux qui sont utilisés en politique d'abord pour la communication et très très peu pour l'organisation. Facebook un petit peu à travers son système d'événements, mais c'est quand même pas l'usage principal, alors qu'Action Populaire, l'usage principal est vraiment l'auto-organisation. Donc forcément, on va y retrouver beaucoup moins de gens, parce qu'on va y retrouver les gens qui vraiment veulent s'organiser et agir, et pas simplement les gens qui cherchent une information. Voilà, sur la messagerie, clairement, ça en est qu'à ses balbutiements. On va encore développer l'outil, notamment pour pouvoir se contacter entre groupes d'action, pour pouvoir faire des messages à seulement certains membres des groupes d'action, pour pouvoir faire des messages individuels aux animateurs, etc. Ça va arriver dans les prochains mois et ça va être super. Avec 2 minutes de retard, je déclare cet atelier achevé, je crois. Merci à toutes et tous. Merci à toi. Merci. Et à bientôt. N'hésitez pas à cliquer sur la petite étoile en bas à droite d'Action Populaire si vous avez des retours à faire sur l'application. Ils seront lus avec beaucoup d'attention.